si vous voulez bien. Parfait. Donc, je vois certaines caméras qui s'ouvrent. Donc, bonjour à tous. Je me présente Hélène Landry. Je suis conseillère à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Au nom de mes collègues et de toutes les personnes qui collaborent à ce projet, je vous souhaite la bienvenue aux Midi-conférences. Les Midi-conférences se veulent de courtes formations permettant d'aborder diverses thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des élèves immigrants à l'école. Le ministère est l'hôte de cette activité et notre intention avec cette présentation de ce midi est de faciliter l'accès à la formation continue, partager l'expertise et de proposer au réseau scolaire un espace servant à réunir le personnel qui s'intéresse à l'accueil et l'intégration des élèves immigrants, notamment les personnes qui offrent du soutien à l'apprentissage français ou qui accueillent dans leur classe un élève immigrant pour la première fois. Il est important de souligner que ces conférences sont conçues comme des capsules d'initiation d'intérêt général, notamment pour du nouveau personnel. Je tiens à vous remercier de partager votre heure de dîner avec nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'aborder le thème des ateliers d'expression identitaire via le projet Voix migrantes. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières, Marie-Michel Fillon et Marie-Hélène Mathieu. Donc, Marie-Michel Fillon est conseillère pédagogique en équité, diversité et inclusion au Collège Antique à Montréal, enseignante d'adaptation scolaire et médiatrice interculturelle de formation. Elle s'adresse à l'ouverture d'espaces de dialogue transformateurs, notamment pour soutenir la sécurisation identitaire et culturelle des étudiantes et des élèves en éducation. De 2022 à 2025, Marie-Michel a été médiatrice interculturelle au Centre de services scolaires Marie-Victorin sur la Rive-Sud de Montréal, année durant lesquelles elle a accompagné des milieux scolaires dans leur réflexion et leur action visant à créer un climat scolaire interculturel sain. C'est dans ce contexte qu'elle a piloté avec ses collègues du service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle les trois éditions du projet Migrante, au travers desquelles elles ont été collaboratrice, donc avec Marie-Hélène Mathieu également, qui, elle, est médiatrice interculturelle au Centre de services scolaires Marie-Victorin, dont je fais également partie, donc très heureuse qu'elle soit avec nous. Marie-Hélène est forte d'une expérience en enseignement secondaire et en accompagnement des familles immigrantes. Elle contribue à favoriser l'inclusion et la réussite éducative dans un contexte de diversité. Son rôle consiste à faciliter le rapprochement entre les écoles, les familles et les partenaires de la communauté afin de promouvoir la compréhension mutuelle et l'équité, ainsi qu'à soutenir les réflexions et les actions visant à créer un climat scolaire interculturel accueillant et respectueux des différences. Donc, c'est avec plaisir que je vous cède la parole, mesdames. Bonne présentation. Bien, merci beaucoup, Hélène. Très heureuse d'être avec vous ce midi pour vous présenter cette approche avec laquelle on travaille depuis presque maintenant 3 ans avec de nombreuses collègues du CSS, puis beaucoup d'enseignantes également. Donc, avant de commencer à vous parler de l'approche concrètement, on va vous inviter à briser la glace avec un petit bout de papier que vous auriez à côté de vous. Donc, ça peut être un coin d'agenda, une facture, une serviette de table. Ça n'a pas besoin d'être très formel. On ne vous invitera pas non plus à partager ce que vous aurez écrit. Donc, sentez-vous très à l'aise. La consigne est super simple. Vous allez avoir un bout de phrase que vous allez devoir compléter à 3 reprises. Et là, la première chose qui vous vient en tête, c'est la bonne. Donc, ne vous questionnez pas, est-ce que j'ai bien compris la consigne? La réponse est oui. Vous y allez spontanément, instinctivement avec les 3 premières choses qui vous viennent en tête. Puis, vous allez avoir exactement 1 minute pour compléter l'exercice. Donc, tout le monde est prêt, son crayon, son papier. Et Maestro, Marie-Hélène, je te laisse nous montrer. Donc, je vais vous inviter à compléter la phrase Je suis 3 fois. Je vous laisse encore quelques secondes.
Donc, merci de vous être prêté au jeu. Vous comprendrez qu'on l'a fait aussi de notre côté pour préparer nos présentations. Donc, je me permets de répéter quelques petits éléments qu'Hélène a mis parce qu'on l'a présenté dans le Je suis. Donc, je suis enseignante en adaptation scolaire de formation. Je suis médiatrice interculturelle, une profession que j'ai exercée pendant 3 ans au CSS Marie-Victorin, mais que j'exerce toujours au Collège Antique, seulement sous un autre titre. Et je suis également une amoureuse des mots et des moments de partage authentiques et transformateurs qu'ils permettent. Puis, je sors un peu du contexte de l'exercice pour vous dire que c'est vraiment cet aspect-là qui a fait que je crois beaucoup à cette pratique-là et que l'approche des ateliers d'expression identitaire a beaucoup de sens pour moi. J'espère que vous allez trouver qu'elle a autant de sens pour vous aujourd'hui. Donc, j'ai très hâte de vous la partager. Je laisse Marie-Hélène se présenter. Bonjour, donc je suis médiatrice interculturelle depuis maintenant 7 ans au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Je fais partie d'une belle et grande équipe qui est le service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle. Je suis également une ancienne enseignante au secondaire. Pendant 11 ans, j'ai enseigné plusieurs matières, dont l'anglais et l'espagnol, et j'ai aussi offert le service de soutien linguistique. Et je dirais que je suis une passionnée des rencontres humaines et pour toutes ces raisons, j'ai développé un intérêt vraiment profond pour tout ce qui touche les ateliers d'expression identitaire plurilingue. Merci, Marie-Hélène. Donc, sans savoir, vous venez de vivre un atelier d'expression identitaire à l'écrit. Les ateliers d'expression identitaire peuvent se vivre de plein de façons avec plein de médiums différents, mais le principal qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment à l'écrit. Le Je suis, c'est un tout petit atelier qui peut se vivre de plein de façons différentes, à plein de moments différents également. Et ce qui est vraiment magique avec cet atelier-là, c'est que selon le moment où vous le vivez avec vos élèves, ils vont peut-être mettre de l'avant des qualificatifs, des états d'esprit, des traits de leur personnalité. Vous pouvez regarder ce que vous avez écrit aussi sur vos feuilles. Il y a plus de chances peut-être que vous ayez mis votre profession vu qu'on est dans un contexte de conférence professionnelle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment notre identité se présente selon les contextes grâce à ce petit atelier tout court. Naturellement, il y en aura des plus longs, des plus complexes. C'est un peu ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, à quoi cette conférence vise? Ben, en fait, on va découvrir l'approche ensemble. Ça se peut que vous ayez déjà entendu parler des ateliers d'expression identitaire. C'est pas nous qui les avons inventés. C'est une approche qui a été éprouvée par la recherche, notamment dans les travaux de Françoise Armand et ses collègues. Donc, vous allez retrouver plein des fondements de ces ateliers-là sur Élodile. Toutefois, nous, en fait, on se les a appropriés avec une saveur particulière qu'on vient vous présenter de par notre profession de médiatrice interculturelle. Et c'est un peu ce qu'on va vous inviter à faire, en fait, au regard de notre présentation, à réfléchir comment vous, dans votre contexte, ces ateliers-là pourraient être vécus. Une grande force de ces ateliers, c'est qu'ils sont très flexibles. La démarche, le processus est très flexible. Donc, ils s'adaptent autant à une classe régulière, classe d'accueil, primaire, secondaire. Moi, j'aimerais ça l'éprouver au collège dans les prochaines années. Donc, vers une clientèle adulte. On l'a aussi fait en classe de francisation aux adultes. Donc, c'est vraiment une approche versatile. Puis, on va vous encourager à vous questionner, à savoir comment vous pourriez vous l'approprier dans votre classe dès demain peut-être. Et Marie-Hélène, dans un dernier temps, va vous amener à explorer toutes les ressources qu'on va laisser à votre disposition après notre conférence. On a construit un site Internet dans les dernières années sur lequel il y a énormément de matériel et qui va continuer à se bonifier. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble à la fin de la séance, avant la période de questions. De quoi on parle? Quand on parle d'une approche d'atelier d'expression identitaire, en fait, c'est des ateliers qui vont d'environ de 20 minutes à 1 heure qui vont permettre aux élèves de se raconter comme ils en ont envie. Une des grandes craintes des enseignantes qu'on a accompagnées dans les dernières années, c'était qu'ils accompagnaient beaucoup d'élèves qui avaient vécu des traumas ou des événements de vie très difficiles. Ils avaient peur que si on amenait les élèves à se raconter, ben, ce soit trop difficile et pour eux, et pour elles comme enseignantes et pour les élèves. Mais en fait, la façon dont les ateliers sont construits, c'est vraiment pour laisser une liberté à l'élève d'aller là où il a besoin de s'ouvrir et de partager des choses qui lui feraient du bien d'exprimer, mais d'avoir aussi toujours la possibilité d'aller là où on est plus dans le ludique, le léger, donc d'avoir cet espace de liberté où on ne force jamais l'élève à se dévoiler s'il n'en a pas envie ou s'il n'est pas à l'aise.
Il y a tout l'aspect spontané, créatif aussi que le déclencheur sensoriel va amener, qui est vraiment propre aux ateliers. Et l'aspect de prioriser l'engagement et la prise de risque à la qualité de ce que les élèves vont écrire. Ils sont souvent évalués. Il y a beaucoup, beaucoup d'espaces d'écriture où on va regarder la grammaire, la structure de phrase. Les ateliers vont pouvoir être un espace pour le faire dans un deuxième temps, mais pendant qu'on vit l'atelier, on va vraiment prioriser l'engagement, la persévérance, de prendre des risques plutôt que d'être dans la qualité ou la beauté du texte que l'élève va produire. Je vous fais une capsule flash théorique sur l'identité avant de poursuivre parce que c'est important de comprendre à quoi on fait référence pour comprendre pourquoi on utilise ces ateliers d'expression identitaire, pourquoi ils sont pertinents. Donc, si j'avais à vous parler de l'identité ou des identités d'une personne, je vous dirais en tant que grande gourmande qu'on a tous en chacun de nous notre petit millefeuille de l'identité. Donc, il vient se superposer en chacun de nous nos traits de personnalité, les langues qu'on parle, les valeurs qu'on chérit ou qu'on construit ou qu'on consolide tout au long de notre vie, nos appartenances multiples également, donc une appartenance à une équipe sportive, un groupe social, un groupe familial, un groupe socio- ou ethnoculturel. Donc, ces appartenances plutôt d'ordre social, notre vision du monde et nos référents pluriculturels. Donc, tous ces éléments-là viennent se superposer dans qui on est. Quand je parle de référents pluriculturels, je fais référence à tous nos systèmes culturels qui viennent également eux aussi se superposer et créer les codes sociaux ou culturels auxquels on décide d'appartenir ou de ne pas appartenir. Donc, on a notre culture locale, familiale, nationale, organisationnelle également. Là. Donc, quand on parle d'organisationnel, c'est par exemple, comme adulte, les milieux de travail qu'on a traversés, mais comme élève, ça serait par exemple sa classe, les codes sociaux de sa classe ou de l'école dans laquelle il évolue. Alors, tout ce paquet d'éléments-là, de référents ou d'éléments identitaires-là viennent consolider notre identité tout au long de notre vie. Ouais. Merci. Donc, ce millefeuille-là, il se construit au travers de ce qu'on va appeler la construction identitaire. Donc, c'est un processus, vous l'aurez compris, qui est très changeant, autant sur le temps d'une vie. Donc, il y a des moments charnières dans une vie, comme une migration, par exemple, qui a un énorme impact sur notre construction identitaire, beaucoup de repères à retrouver. Un deuil, par exemple. Donc, vos élèves vont vivre beaucoup de deuil pour la plupart. Mais elle est aussi changeante selon les contextes sociaux dans lesquels on se trouve au quotidien. Il y a aussi l'aspect conflictuel de l'identité qui est important de prendre en compte pour comprendre pourquoi les ateliers sont importants. Quand on parle de conflits identitaires, ben, l'exemple qu'on va souvent donner, c'est par exemple, on va tous grandir dans une famille dans les premières années de notre vie, dans un contexte familial X, où on va adhérer à certaines normes, valeurs, façons de faire. Et quand on va arriver à l'école, ben, il y a une nouvelle façon de faire, un nouveau cadre de valeurs, règles et normes. Et pour certains élèves, ben, il va y avoir une parfaite cohérence entre la socialisation première et la deuxième socialisation. Alors que pour d'autres élèves, ben, il va y avoir plein de choses qui ne sont pas en cohérence directe ou qui vont rentrer en conflit. Et c'est là que l'élève va négocier qu'est-ce qu'il décide de prendre pour son identité et qu'est-ce qu'il laisse un peu plus de côté. Alors, vous comprendrez que pour certains élèves, ce processus-là se fait de façon relativement harmonieuse pour la majorité d'entre eux, mais il y a d'autres élèves pour qui ces conflits identitaires-là vont être très, très douloureux, complexes, difficiles à naviguer. Et en fait, on a peu d'espace, en fait, pour exprimer cette navigation-là, cette expression-là de cette construction identitaire, puis d'aller chercher de l'aide autour d'eux. Il y a peu d'espace, mais pourtant, la construction identitaire, elle est étroitement liée à la socialisation. Et comme vous le savez, la socialisation et le bien-être de nos élèves est assez central à l'école québécoise. Donc, c'est pour ça que c'est à ça que les ateliers d'expression identitaire viennent répondre à tout ce besoin de construction identitaire saine et de socialisation et bien-être de nos étudiants et encore de sentiment d'appartenance au milieu. Maestro. Pas encore changé.
peux encore la changer, Marie-Hélène. OK. Fait que celle-là, tu la skippes? Oui. Alors, tout ce que je viens de vous raconter, vous allez les retrouver en grande partie dans les vidéos de la DILEI sur les identités pluriculturelles. Donc, ça vient reprendre de nombreux concepts que je viens de nommer. Et ça va aussi plus loin sur comment le vivre avec vos élèves. Il y a aussi des témoignages. Donc, on vous encourage vraiment à aller les explorer. Elles sont super riches et super bien construites et relativement courtes également. Donc, c'est une ressource très, très intéressante. Aussi, on vous a parlé un petit peu plus tôt de où venaient les fondements de nos ateliers. Donc, vous connaissez pour la plupart probablement Élodile. Élodile a produit je pense qu'on peut appeler ça un web documentaire des histoires et des mots. Donc, c'est là que beaucoup de déclencheurs qu'on utilise, c'est de là que viennent beaucoup de déclencheurs qu'on utilise. Et des histoires et des mots vient camper vraiment le côté didactique des approches plurilingues, dont nous, on vous parlera un peu moins aujourd'hui parce que c'est pas le focus de la façon qu'on s'est approprié l'approche, mais naturellement, tout ça est imbriqué et peut être inclus à votre pratique en classe. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer tout ça. Puis, l'autre ressource qui nous a beaucoup appuyé, c'est les histoires familiales de Michel Vasselaroussi, qui est aussi une recherche au niveau de la collaboration école-famille. Donc, nous, comme agente de collaboration aux écoles-familles, école-famille-communauté, pardon, ben, ça venait prendre tout son sens, le côté identitaire, le côté plurilingue, le côté école-famille-communauté de ces ateliers-là, dans le projet qu'on va vous présenter à la fin. C'est là que tout ça venait se joindre. Donc, vous pouvez explorer les trois dimensions ou seulement une selon vos besoins dans votre classe. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi l'approche des ateliers? Ben, en fait, nous, on vous suggère une approche en 4 étapes. Donc, il va toujours avoir une routine de début pour habituer l'élève à toujours savoir qu'on rentre dans cet espace intime créatif. Vous allez voir qu'au début, il faut huiler la machine. Ça donne des fois un peu le vertige, puis il y a des enseignantes qui nous disent des fois, ah, ça n'a pas fonctionné. C'est normal que ça ne fonctionne pas au début. On vous encourage à le faire 2, 3, 4 fois, puis d'essayer différentes stratégies qu'on va vous présenter, différentes astuces avant de capituler, parce que vous allez voir que la magie n'opère pas dès la première fois. Et ensuite, les déclencheurs qui vont être sensoriels, on va vous en présenter plusieurs exemples. Un moment d'écriture où là, ça va être un temps donné. C'est vraiment important quand vous faites des ateliers d'expression identitaire de donner un temps fixe à votre atelier. Tantôt, vous avez eu 1 minute. C'est rare que ça va être aussi court. Des fois, ça va être 10, 15, 20 selon l'atelier. Mais de vous en tenir à ce temps-là parce que c'est là qu'on peut prendre des risques si on sait qu'il y a une fin à notre temps d'écriture. Si on a tout le temps du monde, ben, c'est là qu'on tombe dans le peaufinage, le perfectionnisme et qu'on est moins proche de l'approche. Et finalement, il va y avoir un temps de partage à la fin qui doit aussi respecter un certain climat de sécurité dont on va vous parler également. Alors, la routine du début, nous, on a acheté des carnets pour nos étudiants, pour nos élèves. Ça va dépendre de vos budgets, naturellement. C'est aussi possible de le faire avec des cahiers Canada. Ce qui est important de garder en tête, c'est que le carnet doit être le carnet de l'élève, personnalisé, et il le garde uniquement pour les ateliers d'expression identitaire. Encore là, pour savoir que ça, c'est l'espace créatif qui est réservé pour ce genre de pratique, vu qu'elle va être très différente des autres activités d'écriture que vous allez probablement faire en classe. Si vous décidez d'opter pour des carnets achetés, ben, on vous encourage à ce qu'ils soient diversifiés et de toujours en acheter 1 ou 2 de plus pour que tous les élèves aient un choix à faire, vu que ça va être leur carnet qui les suit toute l'année. Si vous allez vers des cahiers Canada, ben, peut-être de faire un collage sur le dessus pour personnaliser leur carnet. Ensuite, on va encourager les élèves à choisir un lieu confortable et on va leur parler du concept de bulle, donc être dans leur intimité, être dans leur bulle. Quand on parle de lieu confortable, ça peut être dans la classe, là, être assis dans le coin lecture, dépendamment de l'âge de vos élèves et de votre contexte de classe, ça peut être même de s'asseoir sur un bureau, s'asseoir face au mur, déplacer le bureau. Ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas dans le champ de vision d'un autre élève, parce que s'ils croisent le regard d'un autre élève, souvent, ils vont se mettre à rire, c'est intimidant. Ou qu'il n'y ait pas d'élèves qui regardent par-dessus leur épaule également, parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais été capable de rien écrire de un petit peu personnel s'il y a quelqu'un qui peut à tout moment mettre les yeux sur ma copie.
Donc, de faire attention à ça. D'écrire la date parce que vous allez voir que plus ça va avancer, plus la forme de vos ateliers va peut-être être un peu funky. Donc, si vous voulez retourner à différents ateliers, ben ça se peut que ça soit difficile de retrouver. Là, il n'y a pas toujours un titre en haut, en bonne et due forme. Donc, d'avoir la date, ben, ça permet à tout le monde de savoir de quel atelier on parle, de le retrouver, puis de voir une belle progression aussi dans l'année ou si un jour ils retrouvent leur carnet une fois adultes, c'est toujours agréable d'avoir la date, de savoir à quel moment de l'année ça s'est passé. Dans la routine de début, il y a des enseignantes qui ouvraient une bougie électrique naturellement, parce que je pense qu'on n'a pas le droit d'avoir de feu dans les écoles. Une bougie électrique, ça peut être d'ouvrir une lanterne, fermer les lumières, mettre une musique de début. Donc, trouvez-vous qu'est-ce qui va être votre élément spécial qui va indiquer le début de la séance. Vraiment, ça va faciliter avec le temps de tomber dans cet espace créatif-là pour les élèves. Le fameux déclencheur, qui est le corps de tout ça, ça peut être vraiment n'importe quoi. OK? Donc, éventuellement, vous allez vraiment, quand vous allez être à l'aise avec l'approche, l'imagination est infinie. Mais je vous dirais que de façon générale, on va soit partir avec un album, un élément sensoriel, une ambiance, un thème d'écriture. Je vous donne un exemple ici. On était allé au parc Mont-Saint-Bruno sur la rive sud pour écrire en nature avec nos étudiants, nos élèves. Donc, on a fait 2 formes d'ateliers d'écriture cette journée-là. Un qui était d'ordre sensoriel, donc l'élément déclencheur, c'était ce qu'ils voient, sentent et entendent autour d'eux. Donc, ça, c'était un atelier beaucoup plus court où il y avait peut-être, je pense, 10 minutes pour écrire tout ce qui leur venait à l'esprit, qu'est-ce que leur inspirait ces sens-là. Donc, il y a des élèves qui ont écrit seulement des mots, d'autres ont écrit des phrases, d'autres ont écrit un texte que cette ambiance-là leur inspirait. Et dans un deuxième temps, on a été vers un thème d'écriture ou une consigne d'écriture où l'élève devait écrire sur son animal intérieur. Et quand on vous dit que tous les thèmes sont sujets à devenir identitaires, c'est que là, on ne leur a pas demandé nécessairement de parler d'eux de A à Z, de je suis. Mais ce qui a émané de ces textes-là, ben, par exemple, un de nos élèves a écrit sur le castor qui protège sa famille et son barrage. Et c'était un de nos élèves qui était aîné d'une famille qui avait dû beaucoup, beaucoup déménager dans les derniers temps. Donc, en quelques phrases, il s'est beaucoup révélé sans nécessairement le savoir. Donc, c'est vraiment beau la magie. Eux-mêmes se surprennent en fait à ce qui sort de tout ça. On peut aussi, par exemple, je vois le livre Ma peau, ben, c'est un livre sur une chanson de Sarah May qui célèbre sa couleur de peau. Ben, là, on fait écouter la chanson, après on a l'album, donc ici on a 2 déclencheurs, puis après on peut demander aux élèves toi, qu'est-ce que tu souhaites célébrer de toi? Donc, il y a toujours un lien entre le déclencheur et le contexte, puis de varier les contextes d'écriture. Là, je vous entends me dire mais c'est laborieux, c'est gros, c'est complexe, ça va être difficile pour mes élèves d'aller là. Je le sais. Donc, c'est pour ça qu'on vous amène à avoir un processus très graduel. Donc, comment s'assurer que les élèves deviennent de plus en plus confortables selon leur niveau, selon leur capacité à écrire, selon leur âge? Bien, on va vous conseiller de toujours aller du plus court vers le plus long. Donc, il y a plusieurs ateliers très courts qu'on va vous proposer sur le site Internet, dont l'abécédaire qu'on aime beaucoup et qui peut se morceler en différenciation pédagogique à l'extrême. Donc, l'abécédaire peut se faire avec des élèves avancés en leur demandant d'écrire, de suggérer les 26 lettres de l'alphabet. Ils vont écrire leur propre définition du mot qu'ils vont choisir. Donc, ici, on donne l'exemple F, le mot floral, et là, leur propre définition des odeurs qui me rappellent le printemps. Mais ils pourraient aussi faire une seule lettre à la fois si juste de faire une phrase pour eux, c'est beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, l'imagerie que vous voyez à côté, c'est un album qui reprend ce principe-là. Donc, quand on le présentait en classe, ben selon le niveau des élèves, on présentait et la consigne d'écriture, qui est un jeu ludique, et l'album qui reprenait le concept pour qu'il y ait des exemples de ce qu'on attendait d'eux. Ça, c'est le court vers le plus long. Le concret vers l'abstrait, ben, c'est l'animal intérieur, par exemple, ou de nommer des odeurs ou d'écrire à partir d'une odeur, c'est très, très, très abstrait pour des élèves au départ. Donc, on suggère le collage
où là, même des élèves qui ne parleraient pas un mot de français pourraient participer, mais des élèves locuteurs français en classe régulière également. Donc, c'est d'aller chercher des tranches de livres, des titres de livres à la bibliothèque, puis de faire un poème avec ces phrases-là. Ça, c'est du très concret. Puis là, tranquillement, on va vers des thèmes plus abstraits avec les déclencheurs sensoriels, par exemple. Ce qui va être super important, c'est aussi de débuter avec des thèmes qui sont moins sensibles en apparence. On rit de moi à chaque fois que je dis que lorsque je donne cette formation, je ne veux pas la donner en ligne parce que quand on la fait vivre aux enseignantes, on leur fait vivre de A à Z un atelier d'écriture pour qu'ils expérimentent eux-mêmes l'approche. Et je dis toujours qu'il va y avoir des gens qui vont pleurer. Et on ne me le croit pas, il y a toujours eu des gens qui ont pleuré. Donc, quand on touche des thèmes plus sensibles, c'est normal qu'il y ait des choses, de l'émotif qui ressortent. Donc, si vous savez que vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça, ben, c'est de commencer avec quelque chose de beaucoup plus ludique, de moins sensible, avant d'aller vers des thèmes comme les lieux où tu as dormi, par exemple. Donc, quand on fait les lieux où tu as dormi, ben, les élèves souvent vont avoir des souvenirs plutôt chargés. Même des jeunes qui n'ont pas d'espace de trauma dans leur vie, ben, veut pas, c'est émotif, c'est l'intime. Donc, c'est de se laisser le temps avant d'aller dans des thèmes de plus haute voltige comme ça. Finalement, je voudrais te faire confiance au processus. C'est ça, c'est assez long à huiler la machine au début, mais si vous y croyez, les élèves, ils prennent goût. Puis il y a vraiment des choses belles qui peuvent émaner de tout ça. Les thèmes universels, ça, c'est une phrase de la DILI que j'ai beaucoup aimée. L'exemple qu'on donne par des thèmes universels, c'est que le réflexe qu'on a parfois, c'est d'aller vers le très concret. On veut qu'il nous parle de, par exemple, si on est en classe d'accueil, ben on aimerait que l'élève nous parle de sa migration. Ben, le réflexe, des fois, c'est de demander frontalement que raconte-moi un moment de ton parcours migratoire. C'est pas bon ou mauvais, c'est pas ce qu'on vient vous dire ici. C'est plus si vous voulez laisser plus de liberté à l'élève et s'assurer de ne pas l'obliger à se dévoiler, ben, des fois, on va vers des thèmes un peu plus larges qui, en apparence, n'ont pas l'air si révélateurs et ça permet de dévoiler cette unicité-là de l'élève. L'exemple que la DILI donne, que j'aime beaucoup, c'est les cérémonies. Donc, si, par exemple, on demande aux élèves d'écrire sur une cérémonie qui leur est chère, ben, il y a des élèves qui vont raconter une cérémonie religieuse, une cérémonie culturelle qui leur est chère, mais il y a aussi des élèves qui vont raconter le vendredi soir pizza avec leurs parents, puis ça va être tout aussi intéressant de se dévoiler à ce niveau-là. Le moment d'écriture, ben, comment ça fonctionne, c'est de donner un temps donné, ça c'est super important, comme je vous le disais, et de laisser une certaine forme de liberté. Le plus important, c'est de dire aux élèves qu'il faut qu'ils fassent taire leur juge intérieur. Le juge intérieur, c'est la petite voix là, qui nous dit ah, ça sera pas bon ce que je vais écrire, je suis pas sûre que c'est intéressant, personne va vouloir me lire, ah, bah, moi, je ne sais pas écrire ou je ne suis pas poète. On est tous capables de le faire et même les adultes qui se prêtent aux ateliers d'écriture, c'est long avant qu'ils se fassent confiance à ce niveau-là. Donc, c'est de répéter, de se faire confiance, de ne pas se regarder écrire. Et ça va être la même chose pour le partage également. Quand on partage, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais moi, c'est pas aussi profond que ce que la personne à côté de moi vient de partager. C'est pas important. On est on se fait confiance, puis on y va librement. Je vais revenir sur les langues utilisées, la liberté des langues utilisées. Voilà. Donc, pour le moment d'écriture, un temps donné qu'on respecte, parce que si l'élève, ben ça, je l'ai dit, je pense tantôt que au niveau de si on veut qu'il persévère, ben, il faut qu'il sache jusqu'à quel moment il va persévérer, il va continuer à écrire. D'ailleurs, on encourage l'élève à toujours essayer. Donc, s'il est bloqué, il peut fermer les yeux, se replonger dans le déclencheur et réessayer quelque chose pour essayer de surmonter le syndrome de la page blanche. L'aspect plurilingue des ateliers, il est super bien détaillé sur Elodil, mais dans le contexte de nos ateliers identitaires, ce qui est vraiment ce qu'on trouve pertinent et intéressant,
c'est le côté de ne pas bloquer la créativité de l'élève. Donc, quand on permet explicitement à l'élève d'utiliser des mots d'autres langues, je dis explicitement parce que dépendamment des contextes, des façons où ils écrivent habituellement, ben, le français est vraiment, vraiment mis de l'avant naturellement. Mais dans ce contexte-là, si on leur dit qu'ils ont le droit d'utiliser des mots de leur langue maternelle, ben, ça permet de ne pas aller faire un arrêt pour aller dans le dictionnaire, par exemple. Donc, ça ne brise pas le flot créatif de l'élève. Il va déposer un mot de sa langue maternelle, poursuivre sa phrase en français. Ça fait des bijoux au niveau poétique, mais c'est aussi super intéressant parce que des fois, les élèves réalisent que ce mot-là, il n'existe pas en fait en français. Ça amène des discussions linguistiques intéressantes lors du partage également. Puis, ils vont aussi voir concrètement la poésie des langues devant eux. C'est-à-dire que des fois, en se permettant d'écrire une expression en espagnol, ben, voit qu'elle est construite exactement de la même façon en français, puis ça va amener des discussions super intéressantes après l'atelier en classe. Alors, ensuite, le développement de la compétence dans l'expérience positive. Je pense rapidement à l'exemple d'une étudiante, d'une élève, pardon, je suis rendue au collégial, ça paraît, d'une élève au secondaire qui était arrivée la journée même d'un atelier au mois de mai. Elle ne parlait pas un mot de français. Et il y avait un atelier cette journée-là, puis on lui a dit, ben, essaye-le en espagnol. Idéalement, on le fait en français, mais aujourd'hui, ben, vas-y comme tu le sens. Et elle a écrit 6 pages en espagnol. Donc, d'un coup, son enseignant qui ne la connaissait pas du tout a eu accès à toute sa compétence à l'écrit, a su tout d'un coup tout ce qu'elle était capable de faire. Et l'étudiante a pris goût tout de suite à la classe, a pris goût aux ateliers et elle a eu envie rapidement d'apprendre le français parce qu'elle savait concrètement tout ce qu'elle avait à partager. Donc, ça donne une confiance aussi à l'élève de ce qu'il est capable de faire et de produire pour ensuite avoir envie de maîtriser le français comme langue de partage. Finalement, on parle souvent d'équilibre entre les langues plurilingues et la valorisation de la langue française comme langue commune. Ben, c'est un exemple concret, les ateliers d'expression identitaire de valorisation de la langue française comme langue commune parce que les élèves veulent tellement comprendre ce que leur voisin dit quand ils partagent quelque chose d'intime ou de personnel ou de drôle qu'ils veulent s'améliorer en français pour comprendre ce que le voisin dit et vice-versa, ils veulent être compris quand c'est à leur tour de partager. Le fameux partage, ben, il y a toujours un espace de partage après le texte. Au début, ils vont être très courts parce que les élèves ne voudront pas partager la plupart du temps. C'est de leur laisser le temps. Donc, c'est correct si la première, deuxième, troisième fois, le moment de partage est quasi inexistant. On va leur permettre de partager un mot, un extrait, plutôt que le texte au complet au début. On va leur donner l'exemple aussi. Donc, comme enseignante, on vous encourage d'écrire en même temps qu'eux lorsqu'ils font l'atelier, mais aussi de se permettre, en nommant que c'est vulnérabilisant pour vous, en nommant que ça demande beaucoup de courage pour vous également, de partager comme en premier pour donner l'exemple. On va rappeler aussi le courage que ça prend. Au secondaire, mais je dis au secondaire, au primaire aussi, c'est sûr que les élèves vont glousser si on ne met pas le cadre de respect en amont. C'est vulnérabilisant, donc c'est gênant, donc ça fait rire. C'est important de le dire, que ça demande beaucoup de courage, autant de recevoir le texte des autres que de le nommer. Donc, une fois que c'est nommé et explicité, ben, la plupart du temps, les élèves vont respecter ce cadre-là, vont comprendre le sérieux de l'affaire et vont se prêter au jeu éventuellement. On peut permettre aussi qu'un élève lise le texte à la place d'un autre élève parce que souvent, ils ont très, très, très envie de partager les élèves, mais ils sont trop gênés de le lire. Donc, encourager, c'est que si vous demandez puis qu'il n'y a personne qui lève la main et qu'on passe à un autre appel, souvent il y en a qui vont dire oh, j'aurais aimé ça, mais je me sentais trop imposteur, j'étais trop gênée. Donc, de vraiment inciter sans jamais obliger parce qu'il y en a qui ça va prendre 10 séances ou 15 avant qu'ils soient capables. Là, après, c'est à vous de voir comment vous voulez le vivre dans votre classe. Je passe très rapidement avant de donner la touch à Marie-Hélène. Donc, l'atelier, vous allez avoir envie en explorant le site probablement de vous lancer dans un grand projet artistique. Ne faites pas cette erreur de grâce. Nous-mêmes, on s'est trompé. On a fait cette grande erreur-là.
voyez l'atelier comme un jogging, comme une routine, comme une approche à explorer avant de vous lancer dans un grand projet. Et souvent, les projets créatifs vont émaner eux-mêmes soit des élèves à partir de leur texte, ils vont avoir envie de les mettre en beauté, soit de vous, vous allez avoir une idée à partir d'un texte d'un élève. Donc, faites confiance au processus là également. Ça viendra, le côté créatif, mais il y a vraiment une multidisciplinarité intéressante qui peut se vivre. Je vais laisser Marie-Hélène explorer les exemples dans quelques instants. Puis, nous, il y avait un aspect à notre projet qui était super important, qui était la visibilité des œuvres ou des textes pour le public, parce que comme on était dans la collaboration école-famille, il y avait tout l'aspect de sensibilisation du public également, puis les parents qui voient leurs enfants écrire en français et parler en français a eu un aspect très, très encourageant, émouvant pour le parent, mais aussi de rendre ces histoires-là visibles au grand public, ben, a un effet de sensibilisation très fort et parce on est en contact avec du réel et pas juste des statistiques. Donc, on vous encourage à le faire si ça peut être même dans le corridor à l'école, ça peut être, tout est un bon prétexte pour exposer les textes de vos élèves s'ils en ont envie. Et là, pour donner une petite pause là, à vos cerveaux en ébullition, parce que même à travers l'écran, je vous entends penser, réfléchir à comment est-ce que tout ça pourrait être vécu dans votre classe. Je vous amène avec moi, on va faire un petit voyage dans le temps pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que tout ça a été vécu du côté du Centre de services scolaires Marie-Victorin, comment on en est venu à développer notre expertise sur le sujet. Donc, l'appropriation de cette démarche-là, de notre côté, ça s'est incarné autour, on l'a mentionné, autour d'un projet qui se nomme Voix migrante. Et comme Marie-Michel vous a souvent nommé d'y aller par petits pas, par petites bouchées, tant dans votre appropriation de la démarche qu'au niveau de l'intégration de la pratique auprès des élèves. Et comme elle vient tout juste de le mentionner, ben nous, on a fait tout le contraire. Au printemps 2022, il y a deux conseillères de la DLI, Janie, qui est avec nous, Janie Perron et Erika Mareillet, qui ont informé la conseillère pédagogique ILSS de l'époque, Charlène Ouellette, qu'un financement était disponible pour des projets qui viendraient soutenir la construction identitaire des adolescents et des jeunes adultes issus de l'immigration. Et c'est à ce moment-là qu'en équipe, on a décidé de démarrer le projet Voix migrante en collaboration avec des intervenantes de la francisation aux adultes. À cette première année-là, on était au printemps, il nous restait juste quelques mois avant la fin de l'année scolaire et heureusement, on a pu compter sur l'accompagnement d'une médiatrice interculturelle à l'externe, Salima Moussouni. Et grâce à son accompagnement, on a été capable d'offrir des ateliers d'expression identitaire à 91 élèves en classe d'accueil au secondaire et à la francisation aux adultes. On les a également accompagnés à créer une œuvre à partir des textes qui étaient produits dans le cadre des ateliers. Et on a organisé un vernissage qui s'est avéré vraiment être un riche moment de partage tant entre les jeunes, les moins jeunes, les familles et la communauté. Ça nous a permis d'être témoins de l'impact très positif que cette démarche-là a tant chez les jeunes que chez le personnel enseignant, que chez ceux qui se rapprochent aussi du projet. Et ça nous a donné le goût de poursuivre l'aventure. Pour les 2 autres années scolaires, donc en 2022-2023, on a rejoint 200 élèves du primaire, du secondaire, de la francisation aux adultes grâce aux ateliers. L'année d'après, en 2023-2024, on était rendu à plus de 400 élèves qui participaient à des ateliers en classe. Donc, c'est vous dire aussi que l'intérêt était vraiment grandissant. À partir de la 2e année d'implantation du projet, notre priorité, c'était vraiment de pouvoir accompagner les enseignantes, les enseignants pour qu'ils se sentent à l'aise d'animer eux-mêmes les ateliers d'expression identitaire en classe. Et c'est pourquoi on a mis sur pied un réseautage qui était piloté par Marie-Michel en collaboration avec la conseillère pédagogique ILSS au secondaire, Gergana Boyadjeva, et d'une psychoéducatrice, Nathalie Drapeau. Là, au fil des expériences, des partages, on en est venu à vraiment se développer une belle banque de matériel, notamment, comme Marie-Michel l'a nommé, tout plein d'idées de déclencheurs
qui sont inspirés des intérêts des élèves et qui leur donnent vraiment le goût d'écrire. À la fin de ces 2 autres années scolaires-là, également, on a organisé des événements. Ça a été des événements, encore une fois, qui étaient remplis d'émotions, d'échanges inspirants et qui permettaient vraiment la collaboration entre l'école, la famille et la communauté. En étant témoin des retombées positives, encore une fois, là, que toute cette approche-là a, autant sur le jeune, chez le personnel enseignant, que tous ceux qui se rapprochent de près ou de loin au projet, on a accepté une nouvelle proposition de la DLI à ce moment-là, qui était de documenter notre appropriation de l'approche. Et l'idée était maintenant de voir comment est-ce qu'on pourrait vous partager, comment on pourrait partager ce qu'on venait de vivre avec un plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants un peu partout dans la province. Et à ce moment-là, on s'est lancé dans la production d'un balado. C'est un balado qui donne la parole à 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire et à 4 enseignantes en francisation aux adultes qui ont participé au projet. Et juste pour vous dire, là, peu importe votre profil, que vous soyez enseignante au primaire, au secondaire, au secteur adulte, en classe ordinaire, en classe d'accueil, vous allez trouver des informations vraiment précieuses dans ce balado. Il n'y a personne de mieux placé que les enseignantes pour vous parler vraiment des stratégies coup de cœur que vous pourrez répéter dans votre classe. Le balado, il est disponible. Je vous montre dans quelques petites minutes là, où il se trouve. Et comme Marie-Michel l'a nommé, on a également décidé de vous donner accès par l'entremise du site Internet du projet à tout plein de matériel. Alors, on s'en va explorer le tout. Vous aurez accès, bien entendu, là, au lien après la présentation. Donc, sur la page d'accueil, vous allez avoir un petit descriptif du projet. On vous invite vraiment à aller explorer au niveau des éditions, donc les années, pour aller découvrir tout plein d'œuvres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à chacune des années? Si on prend en exemple l'année 2022-2023, vous avez un petit aperçu de certaines activités qui ont été vécues au cours de l'année. Entre autres, les étudiants à la francisation aux adultes ont eu la chance d'échanger avec Kim Thuy, alors que les élèves du secondaire ont eu le privilège d'avoir un moment d'échange virtuel avec Caroline Dawson. Si vous descendez un petit peu plus bas, c'est là que vous pouvez aller sélectionner si vous voulez aller explorer qu'est-ce qui a été fait du côté du primaire, du secondaire ou donc du côté des adultes. Vous allez retrouver tout plein de médiums. Donc ici, on a un groupe, ils ont préparé des balados, donc vous pouvez aller écouter comment est-ce que les élèves ont transformé les textes des ateliers en balados. On a aussi d'autres groupes qui se sont lancés dans la production de livres interactifs. D'ailleurs, là, si je tasse, oups, je vais vous en montrer un exemple de livre interactif. Donc, c'est avec Book Creator. Les élèves ont repris les textes qu'ils ont travaillés, les ont peaufinés, donc pour pouvoir venir les partager. Donc, il y a une très grande possibilité au niveau de la mise en page. On peut retravailler le texte. Donc, ça permet de retravailler les textes par la suite et de pouvoir les partager. Et là, je reviens ici. Si vous allez dans l'édition 2023-2024, vous allez retrouver beaucoup d'œuvres plastiques, donc tout plein d'inspirations, de très belles inspirations également pour voir comment est-ce qu'on pourrait retravailler les textes, mais de différentes manières. Sur notre site Internet, vous pouvez également aller écouter le balado Voix migrante. Vous avez une petite bande-annonce et ensuite, vous avez accès aux 6 épisodes. Les 4 premiers donnent la parole aux enseignantes du secondaire et les 2 derniers aux enseignants de la francisation aux adultes. Donc, une écoute qui en vaut vraiment la peine. La section ici, Atelier d'expression identitaire, vous allez retrouver donc des ressources pour vous soutenir. Ça reprend ce que Marie-Michel vous a présenté. Je pense qu'une des sections que vous allez vouloir exploiter, c'est celle au niveau des déclencheurs. Et là, elle est en construction, donc revenez-y, on va aller déposer plus de matériel dès qu'on a quelques minutes devant nous.
Et vous avez également une section médias. Donc, si jamais vous êtes curieux, vous voulez aller voir de quelle manière est-ce que la lumière a été mise sur le projet au fil des ans, bien, vous pouvez aller voir des reportages et des articles là, qui ont été rédigés. Alors, je terminerai en disant que ben, tout ça n'aurait jamais été possible sans la motivation, l'engagement, la confiance de toutes les enseignantes, les enseignants qui se sont lancés dans le projet avec nous. On en profite pour leur dire un gros merci et on espère vous avoir donné le goût, vous avoir donné aussi des outils concrets qui vont vous permettre d'intégrer les ateliers d'écriture identitaire à votre routine. Mais surtout, comme Marie-Michel l'a mentionné, à votre manière, selon ce qui convient le mieux à votre contexte d'enseignement. Merci énormément. Je vais arrêter l'enregistrement pour la période des questions, donc ça ne sera pas bien long.